c'est des données, mais après, c'est aussi de l'infrastructure et des GPU. Donc je dirais que le premier aspect, c'est déjà de se dire, est-ce que c'est des sujets où j'ai déjà l'application, j'ai déjà les clients? Est-ce que j'ai les bonnes infrastructures? Est-ce que j'ai l'infrastructure, qui me permet d'accéder aux GPU qui font qu'à un moment, je saurai le déployer en production très tôt? Bonjour à tous, bienvenue sur Mozzabyte. Mozzabyte est un média qui va à la rencontre des acteurs qui créent au quotidien des produits géniaux basés sur l'IA générative. Derrière Mozzabyte, il y a le product studio Mozza qui accompagne des scale-up et des grands groupes sur leurs enjeux de product management et de product design. Nous sommes convaincus que l'arrivée de l'IA générative est un tournant majeur. Notre rôle chez Mozza est d'accompagner les entreprises à saisir cette opportunité en intégrant l'IA au cœur de leur stratégie et de leurs produits. Pour ce nouvel épisode, nous retrouvons Anne-Claire Bachet, la Chief AI Officer de Miracle. Miracle est une des plus belles licornes françaises qui permet notamment à des e-commerçants d'intégrer des third parties à leur marketplace pour enrichir leurs offres. Mais c'est surtout une des entreprises françaises qui a le plus vite déployé l'IA générative au sein de leurs équipes, avec plus de 80% des salariés qui l'utilisent au quotidien avec leur propre assistant. Dans cet épisode, Anne-Claire nous raconte comment ils ont réussi à diffuser cette connaissance en interne et les challenges par lesquels ils sont passés pour rapidement mettre en production des fonctionnalités d'IA générative dans leurs produits. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozzabyte. Dans ce nouvel épisode, on a le plaisir de recevoir Anne-Claire Bachet, la Chief AI Officer de Miracle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Miracle, c'est une déjà de nos très belles scale-up françaises. Et surtout, Miracle a lancé une plateforme il y a un peu plus de 10 ans maintenant pour permettre aux grandes entreprises d'intégrer des third parties à leur marketplace et de leur permettre d'enrichir leurs offres. Et surtout, Miracle est une des entreprises, je pense, françaises qui a le plus rapidement pris le virage de la Gen AI. Et donc, ça nous a intéressé beaucoup d'avoir tes retours, Anne-Claire. Donc, merci d'être là. Merci, bonjour et bonjour à tous. Peut-être que pour commencer, tu pourrais te présenter aussi ton rôle chez Miracle. Donc, chez Miracle, je suis Chief Data and AI Officer, un grand titre pour dire que mon rôle se décompose à 3 aspects. Le premier, en fait, c'est vraiment de réinventer les produits technologiques historiques de Miracle pour vraiment les powerer, que ce soit avec de l'AI, avec de la Gen AI. Le deuxième, c'est vraiment aider chaque collaborateur à se saisir en fait de ces technologies-là, que ce soit de l'AI ou que ce soit de la Gen AI, en donnant des éléments de culture globale sur l'AI et la Gen AI, mais surtout en abaissant en fait le niveau d'entrée technologique pour permettre à tout à chacun, d'utiliser, ça on a franchi ce cap de découverte, mais 2, de pouvoir construire aussi leurs propres assistants individuels ou partagés au sein de l'entreprise. Et le troisième, c'est de quelque part faire avancer toute la structuration de nos données, notre stack technologique pour pouvoir le processer at scale. On le verra avec les volumes de Miracle, c'est plus de 100 000 vendeurs et 300 sites e-commerce partout dans le monde. Et avant ça, je suis un peu, j'aime pas me donner ce terme, mais je vais le faire parce que je franchis le cap le 4 novembre. Je suis un peu un dinosaure de la data parce que j'ai commencé, le terme data scientist n'existait pas encore. On était encore dans l'hiver de l'AI et donc j'ai commencé en étant data miner et économètre ma carrière et en développant des moteurs de règles. Et finalement, ça fait presque 20 ans maintenant que j'apprends dans le domaine de la data et que j'ai aussi appris beaucoup du monde du product en étant passée par des fonctions product. Et aujourd'hui, je suis passionnée toujours et ravie de ce momentum que nous sommes en train d'avoir où on est dans une approche aussi très AI product. Génial. C'est intéressant parce qu'on entend beaucoup en ce moment et notamment dans les derniers épisodes du podcast, quelle est la meilleure organisation pour réussir à leverager au mieux la Gen AI. Il y en a qui donnent cet ownership-là à l'équipe tech, d'autres à l'équipe produit. Vous avez fait le choix d'avoir une Chief AI Officer. Est-ce que tu peux peut-être décrire un peu plus ton rôle et surtout comment il vient s'inscrire dans le reste de l'organisation pour mieux comprendre justement comment ça fonctionne chez Miracle? Je pense qu'avant tout, le sujet, ça a été de le penser comme un rôle de leadership sur lequel il y a vraiment 3 aspects différents qu'il faut savoir faire avancer. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel. Enfin, pour Philippe Corot, l'IA et l'arrivée de l'IA générative, c'est un changement de civilisation. Et donc, on le voit vraiment comme une priorité d'entreprise, que tout le monde sache et puisse utiliser l'IA générative au quotidien et que nos product managers, nos équipes engineering avec les équipes data sachent vraiment être
être en capacité de revoir et par moments faire des choix drastiques. Ça fait 12 ans qu'on développe cette partie-là core de notre product avec de l'engineering. Comment on pourrait totalement le repenser avec de l'IA générative. Donc, je pense que, on l'a vraiment vu comme un rôle de leadership, c'est-à-dire penser une étape plus loin et engager chacun dans ce chemin-là de repenser différemment, que ce soit le produit ou en interne, que ce soit finalement ses processus, sa façon de faire. Pour faire des recommandations, moi, en tant que client success à un client, je vais aller faire ces types d'étapes-là. Peut-être que je peux le faire complètement, drastiquement différemment avec l'IA. Je peux aller l'automatiser, je peux aller le faire en 5 minutes, ce qui fait que je ne vais pas avoir ce conseil-là pour mon client tous les quarters, mais je vais peut-être me construire un agent qui va permettre de le faire toutes les 5 minutes. Donc, je peux faire des recommandations toutes les semaines. Donc, on l'a vu comme un rôle de leadership avec une dimension très forte sur le produit, mais très forte sur l'interne et avec une dimension technologique qui est importante vu les volumétries et le scale qu'on a opéré. Et donc, en fait, finalement, la configuration à laquelle on arrive, c'est que c'est comme il y a cette casquette interne et dans le produit, on arrivait à dire, finalement, l'enjeu pour nous, ça va être plutôt de former un trinôme avec un Chief Product Officer, un CTO qui était le premier développeur d'ailleurs de l'entreprise, Naji, et de pouvoir rajouter finalement un troisième à ce trinôme-là. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir pu rejoindre Miracle depuis juin 2024 pour faire la troisième partie du trio. Super. Et concrètement, comment ça se passe du coup? Donc toi, je suppose que tu es en charge beaucoup de la montée en compétences internes, que chacun puisse utiliser au quotidien et leverager au mieux au quotidien tous les outils de GenAI. Quand il s'agit du produit et du coup de construire des fonctionnalités, construire des features, est-ce que toi, tu interviens dans cette phase de création, de ping-pong aussi avec les équipes tech, avec les équipes produits? Déjà, on s'est donné un orient assez fort de dire, par défaut, on doit penser toutes les features en mode IA native. Et c'est plutôt quand, en fait, la nouvelle fonctionnalité qu'on va ajouter dans le produit n'est pas basée tout ou partie sur de l'IA ou de l'IA générative, pourquoi et quelle est la bonne raison de ne pas le faire? Donc ça, c'est déjà vraiment un orient très fort qu'on s'est donné, qui a tendu aussi beaucoup parce qu'on n'a pas le scaling assez rapide des équipes data ou en tout cas les enablers qui permettent aux software engineers d'aller sur certains use cases complexes en autonomie. Donc ça a pas mal tendu, je dirais, l'organisation sur la dernière année. Et donc, la manière dont on fonctionne, c'est que vraiment, le pivot qu'on a fait, c'est d'intégrer les équipes data science très en amont dans le process, vraiment à l'étape de discovery. Si on regarde un peu comment a commencé Miracle, parce que sur la partie IA, c'est pas nouveau pour nous. On était finalement au début on a déjà des features qui reposent sur de l'engineering, et en fait, on vient ajouter un deuxième niveau de feature, un peu des secondary features qui vont faciliter le fonctionnement du produit. Donc, quand on faisait ça, finalement, on arrivait avec déjà un produit où tout discovery, toute la conception, elle était faite entre produit design et engineering. Et finalement, à un moment, une fois un quarter, on allait vouloir rajouter ce deuxième niveau de fonctionnalité. Donc, on était dans ce fonctionnement-là qui crée déjà de la valeur. Et là, finalement, ce qu'on a vraiment changé, c'est qu'on a revu finalement notre flux de conception produit en disant à la fois les équipes data ont des inputs dans la phase de discovery, c'est-à-dire peuvent venir nourrir d'opportunités. Dans la phase de discovery, en fait, elle n'est pas forcément tout le temps faite par les équipes data parce que c'est un PM qui peut commencer par un zero short prompting, qui peut commencer à aller sur Hugging Face pour aller regarder des modèles et se dire ah tiens, c'est possible. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait du coup des démarrages de discovery et de POC systématiques avant de carrément faire du scoping et du planning, qui était très collaboratif entre équipe data, product et engineering. Pour donner un exemple simple, la réalisation qu'on a fait sur Catalogue Transformer, ça a commencé par un zero-shot prompting. On s'est dit, a priori, c'est possible. Comme on était vraiment à rechanger tout l'onboarding de catalogue, on voulait que ça marche, toutes les catégories, tous les retailers, on s'est dit, on a quand même besoin de savoir si on peut atteindre un niveau de performance qui peut nous permettre d'avoir une expérience one-click. Donc, on va avoir besoin de faire une phase un peu research dans le vocabulaire des équipes data, discovery, prototypage peut-être dans un vocabulaire produit, qui nous a pris quand même plus de 2 mois pour se dire est-ce qu'on arrive à un niveau de performance réaliste? Est-ce que c'est feasible d'un point de vue IA? Et après, du coup, on peut avancer à dire, OK, étant donné le niveau de performance, comment on va les designer? Donc là, c'est plus un travail design, produit et data. Comment on peut aller designer l'expérience étant donné le niveau de performance qu'on peut atteindre avec l'IA?
et derrière, comment on va aller faire la conception technique. Donc, je dirais que c'est vraiment toute cette phase amont, avant même qu'on se dise on le met dans la roadmap, qui a vraiment changé, qui est plus collaborative, avec une étape supplémentaire qui est presque systématique dès qu'on met de l'IA. Cette étape qui peut être juste quelques heures à parfois 3 mois, de quel est le niveau de performance et comment c'est feasible d'un point de vue IA qu'on traite très tôt. Hyper intéressant. Ouais, je vois bien. Et d'un point de vue interne, parce que je suppose que les équipes tech, produits ont vite pris le virage, ça a dû être moins difficile de les convertir à, justement à ces changements-là. Au contraire, je pense qu'ils ont sûrement dû, enfin, tu vas me le dire, mais ils ont sûrement dû être assez friands d'aller découvrir tout ça. Sur le reste des équipes Miracle, est-ce que le changement justement culturel a été difficile à mettre en place? Est-ce qu'il y a encore des challenges aujourd'hui? C'est quoi ton ressenti là-dessus? Je pense que enfin, il y a, à mon avis, eu, comme chez Miracle, mais comme il y a eu partout, une phase un peu très confusante, probablement au début, quand il y a 3.5 qui est arrivé. À la fois, quand tu as l'intuition business et que tu comprends la technologie, tout le monde s'est dit, donc c'était novembre 2022, waouh, c'est un game changer quand il y a eu l'interface, parce que ça a permis à toute personne de pouvoir interagir avec l'IA. Donc, je pense qu'il y a eu un moment, une phase, je dirais peut-être les 6 premiers mois, sur le marché, je peux pas parler pour Miracle, j'étais pas là, de confusant entre on voit le potentiel et en même temps, si je prends 3.5, bah, en fait, ça me dit que les données sont pas rafraîchies, ça permet pas encore de faire du multimodal. Donc, il y avait plein de choses qui étaient très limitées. Mais on a vraiment eu une première phase de découverte. C'est-à-dire que je pense qu'on était parmi les premières entreprises à créer un accès GPT entreprise pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Et on a dit finalement le coût ne doit pas être limitant parce qu'on croit que c'est vraiment game changer. Donc en fait, il faut donner les enablers à nos collaborateurs pour qu'ils testent, pour qu'ils découvrent, pour qu'en fait, comme c'est eux qui ont l'expertise, qu'ils trouvent leur propre chemin de où est-ce que ça va créer de la valeur. Donc, je dirais qu'il y a eu cette première phase de découverte assez importante, où là, on a aujourd'hui plus de 80% des collaborateurs chez Miracle qui utilisent régulièrement, tous les jours, en fait, l'IA générative. Et donc, ils ne se voient plus travailler sans. Donc ça, c'est assez fou. Et finalement, depuis, je dirais 6 mois, des collaborateurs qui ont déjà commencé à se créer leurs propres assistants avec des GPT. Et donc, que ce soit pour eux, que ce soit pour les autres. Et c'est des équipes procurement qui créent un GPT pour faciliter quand est-ce que j'ai besoin d'un appel d'offres, du coaching à la négociation, quand en fait on est sur des petits deals, quelle est la bonne technique pour aller négocier. Mais en fait, il y a un GPT qui a été créé par les équipes procurement elles-mêmes. Donc, je dirais que ça a été plutôt une phase de découverte où alors là, c'était assez mitigé. Finalement, des premiers GPT où là, finalement, ceux qui sont plus avancés dans la courbe d'adoption commencent à donner les clés à ceux qui sont peut-être déçus dans l'utilisation, mais commencent à voir du coup la valeur dans la collaboration. Et là, on a réatteint un peu un plateau qu'on est en train de recraquer, qui est vraiment à comment je vais me construire vraiment des assistants qui utilisent des techniques de RAG à l'échelle. Et donc, et avec aussi la vraie question un peu difficile du moment, c'est est-ce qu'en fait, je dois plutôt aller explorer dans mes SaaS actuels des features d'IA? Est-ce qu'en fait, les agents, c'est plutôt des agents IA spécialisés par vertical, un agent que j'ai vocation à me construire moi-même? Comment est-ce que ça va fonctionner pour moi? J'en sais rien, talent, quelqu'un qui est TA côté équipe people, quelqu'un qui est côté sales. C'est un peu les sujets sur lesquels on est là aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une confusion avec un challenge d'abaisser le ticket d'entrée technologique pour qu'ils expérimentent toujours le plus possible. Hyper intéressant. Est-ce que vous arrivez à structurer justement cette approche ou pour l'instant c'est encore des démarches individuelles où chacun teste son petit GPT, découvre justement que ça le fait gagner du temps, mais est-ce que vous arrivez justement à l'échelle d'équipe à structurer des process Dans la première phase, ça a été, comme c'était de la découverte pour tout le monde, il y avait une task force IA avec Philippe Corot, qui est un de nos co-founders, et un peu finalement des IA champions, ceux qui finalement sont ceux qu'on les retrouvait la fameux? veille de la mise en vente de l'iPhone 16 pour pouvoir être le premier à l'acheter ou qui étaient dans les premiers. Donc vraiment nos early adopters chez Miracle qu'on a mis autour de la table et qui partageaient ce qu'ils testaient en solution avec une task force qui se réunissait tous les 15 jours avec que des démos dans l'idée d'apprendre et de voir la potentialité de la technologie. Là, en fait, ce qu'on a vu assez vite, c'est que ces early adopters, tout l'enjeu, c'est de les scaler. Donc, comment ils peuvent créer à l'échelle de leurs équipes
des façons de l'animer qui fait sens par rapport à leurs équipes à eux. Et donc, typiquement, si je vais prendre Lindsay qui est aux US, dans les équipes Client Success, elle a mis en place une weekly dans laquelle elle donne des news, qui est vraiment du knowledge sharing, avec aussi un channel Slack pour aller stimuler l'ensemble des personnes des équipes, dans l'idée de développer la courbe d'adoption. Là, on passe dans une autre phase de comment on passe d'une logique de plus de 80% de nos collaborateurs qui sont des AI users à plus 50% de nos collaborateurs en mode AI builder, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de builder leurs propres agents. Donc là, on relance une autre phase où on a un peu embarqué tous nos early adopters du coup de GPT, puisque c'est eux qui demain vont créer les agents, et on tombe sur d'autres notions de knowledge à développer, d'autres compétences. Comment on prompte un agent, c'est pas la même chose qu'un zero-shot prompting. Comment on arrive à comprendre le degré de spécialisation qu'on doit donner à un agent. Et le troisième, je dirais, c'est aussi des compétences de pure product management. Par quoi je commence, qui sont mes utilisateurs, comment je scale, comment je mesure que ça a de la valeur, pour ne pas tomber dans le syndrome d'avoir plein d'agents partout que personne n'utilise mais qui ont un coût. Donc on est plutôt sur une approche, on va dire, très ceux qui ont vraiment le knowledge, c'est ceux qui font ce boulot-là aujourd'hui. Et comment ces personnes-là, on leur donne les moyens et comment on les accélère en leur donnant les compétences qui manquent et les enablers technologiques. Parce que Oui, donc vous appuyez sur des... c'est pas réaliste de dire que 100% de l'entreprise va savoir faire du Python, par exemple. Ouais, bien sûr. Enfin, Donc vous appuyez sur des relais au sein des équipes qui, eux, vont diffuser derrière les bons process. Si on revient un peu sur Miracle, c'est quoi peut-être les un ou deux projets qui te rendent les plus fiers aujourd'hui, ou en tout cas les grandes fonctionnalités ou les grands changements qu'a apporté la GenAI, pas forcément d'un point de vue interne, mais vraiment d'un point de vue plutôt produit? Je dirais qu'il y en a un déjà, alors il y en avait déjà avant l'arrivée de GenAI. Il y en avait un qui était un use case assez simple, mais sur lequel on a entraîné nos propres algos de deep learning, qui était de la sentiment analysis sur les messages, sur les messages qui sont liés à notre activité de marketplace. Donc pouvoir alerter très tôt les messages qui étaient sensibles, chose qu'on opère toujours avec cet algorithme-là, parce que comme on l'héberge chez nous et que c'est un modèle custo, on n'a du coup pas de problématique de GDPR, de sortie des données dans des algos de GenAI, mais qui avait permis de réduire de 90% les volumes de messages. Parce que si on se rend compte tout de suite que c'est un message critique, alors c'est les messages qu'il faut aller traiter en priorité et pas être dans une approche first in, first out, parce que c'est la meilleure manière d'avoir un nombre de messages qui explose. Donc je dirais que les premiers sujets, ça a été ces sujets-là, customer support, qui sont du NPS directement, qui lèvent des freins à l'adoption de la marketplace. Et quand on fait ça, on permet à des e-commerçants d'enrichir plus vite leur offre de marketplace avec un bon NPS client. Et à la fin, c'est des clients qui trouvent les produits qui leur correspondent. Je dirais que depuis l'arrivée de GenAI, il y en a deux. Un qui est vraiment lié purement à l'activité de produits et de produits de software, qui est on est obligé d'avoir des microcopies dans plusieurs langues, parce qu'on est présent en Asie, on est présent aux États-Unis, on est présent dans plusieurs pays en Europe. Donc toute cette logique dont les équipes design et product content se sont saisies, à la fois sur la partie documentation, à la fois sur la partie microcopie dans le software, pour aller vraiment accélérer tous ces temps de traduction. Ça a été un des premiers sujets qui a été pris, et on a réduit de 70% le temps pour pouvoir, du coup l'effort, la charge de travail pour aller le traduire dans plusieurs langues et arriver à générer ces contenus-là produits, que ce soit dans les documentations produits pour nos clients que dans les interfaces en elles-mêmes. Et le deuxième, c'est le big changer, qui a été de dire, finalement, on a plusieurs endroits quand on veut commencer un use case de GenAI. Soit on commence par la long tail des use cases qu'on n'a jamais adressés, sur lequel on n'a jamais mis un data scientist, et en se disant que comme avec GenAI, on va faire 10 fois plus vite, on va aller commencer là. Nous, on n'a pas eu du tout cette approche, parce qu'on a considéré que ces sujets-là, si on n'avait pas travaillé dessus depuis longtemps, c'était a priori pas ceux qui créaient plus de valeur pour le client.
Et on a été au contraire sur notre core business, sur l'onboarding de catalogue vendeur, en disant sans l'IA, il y a 4 ans, c'était des onboardings en semaine, le temps qu'un seller arrive et puisse mapper ce produit-là, c'est cette catégorie-là chez Leroy Merlin, c'est dans cette catégorie-là par rapport à les catégories, imaginez les différentes strates de catégories et de filtres que vous pouvez avoir sur un moteur de search, comme par exemple chez Leroy Merlin ou chez Decathlon. Et du coup, imaginez que derrière, quand il y a un seller marketplace, il doit s'assurer que les informations de son catalogue vont lui permettre d'être retrouvées dans le moteur de search ou dans les descriptions produits sur un site e-commerce. Donc, ça prenait des semaines avec beaucoup de temps, pas que du délai. Quand on a commencé à avoir des premiers niveaux de features où on faisait de la recommandation de catégories, on est descendu en jours. Et tout notre challenge, c'était d'évaluer est-ce qu'avec l'IA générative, on peut le faire en one click, donc sans charge de travail du tout, et avec un processing en quelques heures. Et ça, je dirais que c'est presque celui dont je pense Miracle est le plus fier, parce qu'on a eu l'approche de se dire, ça fait peut-être 12 ans qu'on a développé quelque chose de différent, mais réinventons-le ensemble. Et si c'est possible, et si ça crée vraiment de la valeur, on y va et on démonte finalement ce qui est le core product de Miracle. Et ça, c'est vrai que c'est une approche qui est probablement différente de pas mal d'autres entreprises en ce moment, qui ont plutôt commencé à se faire de l'échauffement sur des petits cas. Donc, on s'est fait un échauffement sur la génération de product description, c'est sûr. Et après, assez vite, on est passé en mode, en fait, on croit que là où il y a le plus de valeur, c'est de faire le marathon, et faisons le marathon en équipe. Ouais, c'est un bon point parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'entreprises tester des POC sur des fonctionnalités customer facing, mais la crainte de la fiabilité, notamment des technos, pour aller mettre at scale justement ces POC est peut-être parfois trop forte et du coup ces POC restent à l'état justement à l'état de petits projets, ils sont jamais développés. Vous avez déjà mis en place des choses justement à grande échelle. Comment vous faites justement, c'est quoi le processus potentiellement de test et de validation aussi qu'une fonctionnalité elle est prête à sortir et elle est suffisamment fiable pour pouvoir être mis en production dans votre produit aujourd'hui? Déjà, il y a une stat intéressante là, qui est sortie, je pense que c'est au mois de juillet ou au mois d'août, c'est que 30% là, des POC de GenAI ne vont jamais en production. Alors, c'est toujours mieux que la stat de 2019 du Gartner qui disait qu'il y avait 85% des projets basés sur de l'IA qui n'allaient jamais en production. C'est déjà mieux. Mais effectivement, ça représente des contraintes. Alors, je pense qu'il y en a il y en a qui sont totalement indépendantes de la technologie. C'est qui a besoin de parler avec qui pour qu'à un moment on aille en production. Parce que l'IA, c'est quatre éléments. C'est d'avoir la partie application, donc la partie, comme tu le citais, product facing. C'est des modèles fondation. Donc ça, en général, de toute façon, on commence par utiliser les modèles fondation. C'est des données. Mais après, c'est aussi de l'infrastructure et des GPU. Donc, je dirais que le premier aspect, c'est déjà de se dire, est-ce que c'est des sujets où j'ai déjà l'application, j'ai déjà les clients? Est-ce que j'ai les bonnes infrastructures? Est-ce que j'ai l'infrastructure qui me permet d'accéder aux GPU qui font qu'à un moment, je saurai le déployer en production très tôt? Alors, en l'occurrence, comme on a commencé depuis un petit moment sur l'IA, on était déjà prêts. On a déjà une stack AWS avec du Databricks sur lequel on avait déjà des GPU pour réentraîner des algos. Donc, on avait déjà ces atouts-là qui nous ont permis de démarrer rapidement. Mais je pense que c'est quand même une bonne question à se poser. C'est de dire, est-ce que ma stack est la bonne pour un moment aller en production? De quoi j'ai besoin en minimum pour aller créer de la valeur? Et je pense qu'il y a un deuxième critère, c'est quand on fait cette phase de POC, qu'est-ce qu'on teste? Est-ce qu'on teste que un modèle fondation, ça marche? Bon, ça, je pense qu'il y a juste besoin de quelques heures pour se dire, «Oui, j'utilise GPT-4o, même pas fine-tuné, globalement, oui, c'est pas capable de me faire passer d'un format à un autre». On n'a pas enfin, oui, c'est un POC de quelques heures. Je pense que la question, c'est quelles sont les bonnes questions qu'on doit se poser et qu'on doit résoudre dans cette phase-là? C'est quel est le niveau de performance qu'on doit atteindre? Justement, où est-ce qu'il y a des hallucinations et est-ce qu'on est capable de mettre en place les contraintes pour les limiter? Nous, on a eu vraiment tout ce set de questions, y compris des sets de questions si on raisonne at scale sur la plus de centaines de millions de nos produits, vu le nombre de tokens en entrée, le nombre de tokens en sortie, si on raisonnait avec que des appels GPT-4, quel serait le coût? Ah ok, on arrive à 500 000 € par mois, c'est pas viable.
Donc, on a tout de suite, dès cette phase de POC, regardé ce que ça allait donner en termes de coûts et de se dire quelle est la solution et l'engineering qu'on pourrait avoir de nos algos d'IA qui nous permettrait d'avoir un coût viable at scale. Un coût viable at scale. Donc, dans cette phase-là, c'est vraiment ce qu'on va tester. On va s'assurer qu'on est sur un problème qui crée de la valeur. On va aller se poser les bonnes questions sur la viabilité, que ce soit en termes de coût ou en termes techniques. Et derrière, dans le déploiement, là, par exemple, on est encore en phase de bêta. Donc, le choix qu'on fait plutôt, c'est POC résoudre ces questions, assez vite se contraindre dans le temps pour aller en bêta. Et dans le bêta, commencer à le déployer avec certains clients et qui vont nous faire des retours qui font qu'on va aller là ajouter a posteriori, pendant cette phase de bêta-là, des fonctionnalités qui vont résoudre les problèmes. On aurait pu se dire dès le début, on fait une fonctionnement one click en ayant tout un système qui va permettre à nos clients de remodifier, de reprendre. On a été en bêta sans ça, parce qu'on s'est dit si on le design sans savoir, parce que cette expérience-là n'existe pas, on va aller construire une fonctionnalité qui n'aura pas de sens. Allons en bêta, regardons vraiment concrètement les cas où nos clients ont envie après de recorriger, où ils nous disent qu'il y a des problèmes de performance, pour que du coup, s'il y a vraiment besoin de la valeur à le faire, on va aller développer cette feature-là dans un contexte, mais avec eux en partant de leur expérience. Donc en résumé, puis aussi les bonnes questions en se disant tout de suite est-ce que c'est viable à l'échelle. Phase de bêta longue, après une phase de développement dans lequel on se timebox au maximum. Et du coup, se définir clairement les critères après pour passer en general availability ou en B2C pour pouvoir scaler au-delà de peut-être 5% d'A/B test pour le refaire. Intéressant. Et justement, est-ce que vous avez eu des projets où vous aviez des fortes convictions au moment du POC, vous avez des fortes convictions au moment de la bêta, et finalement vous n'avez jamais réussi à atteindre le niveau de confiance nécessaire pour pouvoir le sortir? Est-ce que c'est déjà arrivé, et quels sont peut-être les learnings que t'en tires? Je pense que c'est plutôt dans l'ordre de le faire où on a eu beaucoup de changements de conviction. Je pense qu'il y avait des fonctionnalités sur de la déduplication produit, sur lequel on était avant, sur lequel probablement on serait dit pour faire vraiment purement une expérience one-click, il faut le faire. Là, je pense que vraiment en se redisant, on a une vraie vision, c'est du one-click, c'est que l'onboarding. Déjà, si on fait gagner tout ce temps-là, on va y arriver. C'est finalement, je dirais, des étapes qu'on a mis après. Et dans la phase de bêta, on s'est rendu compte que je pense qu'on se serait dit non, on parle pas du tout en global availability sans avoir ça. Là, on s'est dit non, en fait, finalement, ce qu'on apprend de la bêta, c'est que ce qu'on a fait crée déjà suffisamment de valeur pour qu'on le mette dans les mains de plus de monde et qu'après, on aille le faire. Donc, je dirais là où on a peut-être plus changé de conviction, c'est l'ordre dans lequel on aurait dû faire les choses, qu'on a totalement revu. Après, en termes de performance, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Probablement parce qu'on n'a pas commencé aussi par des use cases de customer support qui peuvent être très engageants quand on va aller répondre sur des prises en charge ou des compensations directement à l'échelle qui peuvent amener là à se rendre compte de l'impact d'hallucinations à l'échelle qui peuvent être assez complexes, quoi. Du coup, vous êtes quand même dans un point central pour les marketplaces, donc tu dois suivre de près, je pense, tout ce qui se passe sur ces sujets de marketplace et d'e-commerce de manière générale. Il y a eu beaucoup de discussions pour tous les e-commerçants sur la search et le futur de la search, sur aussi beaucoup de produits qui se sont lancés comme Photoroom ou d'autres qui viennent aussi révolutionner la manière dont on va présenter ces produits. Donc, on ne voit pas encore beaucoup d'e-commerce qui ont été révolutionnés, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va potentiellement se passer. Ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus sur finalement, selon toi, quel est le futur de l'e-commerce et quelles vont être les grandes révolutions sur ce type de produit? En fait, je pense que quand on a eu le développement avant le e-commerce, on se déplaçait, on regardait les produits, on était assez limité quand le produit n'était pas disponible en stock, on avait des délais de livraison qui pouvaient être longs, variables, on devait revenir pour quand le produit était disponible, c'était contraignant. Avec le e-commerce, il y a un élément qui a changé, c'est vraiment le côté donner de l'autonomie pour explorer. Donc finalement, accélérer le moment entre le besoin et la prise de décision d'achat. Et un élément assez important qui est finalement, quand on regarde, on achète aujourd'hui des images et des descriptifs produits et on est livré de nos produits. Je pense que l'étape vraiment
qui se débloque avec l'IA et l'IA générative, c'est finalement, j'achète une expérience, j'achète un média et derrière, on me rend prédictible le moment où, et le plus simple, le moment où je vais me faire livrer le produit. Donc, si je devais vraiment le simplifier en vision, je dirais que c'est cette partie-là. Et là où il y a des grosses avancées, ça va être l'expérience. L'exemple que j'ai eu, je vais vous parler de mon expérience dans ma salle de bain il y a 15 jours. Dans ma salle de bain, pas de chance, j'ai mon flexible de douche qui lâche, plus de pression, je ne pouvais pas bien prendre ma douche. Donc, c'était un peu quelque chose où je me suis dit, non, mais vraiment, il faut que j'ai un flexible de douche que je recommande. D'ailleurs, j'avais un doute sur le fait que ça s'appelait vraiment un flexible de douche. J'étais là, ma douche. En fait, j'ai pris la photo du flexible de douche qui est cuivré, design. Donc, je me suis dit, voilà, si je vais chez Leroy Merlin dans Paris, j'arrive, je suis à peu près sûre que je ne vais pas le trouver. Pas parce que Leroy Merlin n'a pas le bon assortiment, parce que c'est un truc cuivré, donc ce n'est pas un produit de base. Je le prends en photo, je fais mon search sur Google avec mon image, je tombe, j'arrive, je vais sur le site de Leroy Merlin, tout de suite, je trouve le bon. Et finalement, mon choix, il a été énormément simplifié. Je voulais une expérience rapide. Alors, il y a un modèle de 1,50 m de long, 1 mètre. Bon, je regarde, je me dis, je pense que c'est à peu près 1 mètre. Je le commande. Ma date de livraison, elle est prédictible. On me prédit une date de livraison et le produit arrive. Cette expérience-là, elle est énorme. Et en fait, j'ai acheté une expérience autour d'un... Et cette expérience-là, elle a démarré avec un média qui était une prise de photo. Donc, je pense que c'est beaucoup ces éléments-là qui vont changer. Même, je veux acheter un appartement, j'ai une idée de décoration. Comment est-ce que j'arrive à me projeter dans cette expérience-là? Est-ce que ça correspondrait? Est-ce que mon meuble passe dedans? Donc, tout ce qui peut vraiment être lié aux médias en entrée pour faire de search ou au contraire de la découverte de produits qui va se faire avec de la 3D, c'est vraiment les éléments game changer qui arrivent sur le secteur du e-commerce. Et après, qui enlève de nombreux freins ou de contraintes, de choses qui sont compliquées pour parfois permettre aux e-commerçants de scaler, qui va être finalement le multilingue, la traduction, la transformation en fait, et la création de ces médias-là. Si je suis Maison du Monde et que je veux proposer une expérience de table basse, je vais la mettre en contexte. Et donc ça, c'est des éléments qui, pour aider l'utilisateur à se projeter, et ça, c'est des éléments où on va moins avoir besoin d'avoir une vraie scène réelle pour aller prendre en photo cette table. À partir de plusieurs photos, on pourra générer cette table dans un contexte de salon avec des décorations différentes et puis pouvoir créer une vidéo à partir de plusieurs images. Je pense que c'est vraiment j'achète une expérience, j'achète un média qui va vraiment être débloqué là dans les mois. Avant, on aurait dit années, mois, semaines à venir. Oui, c'est clair. Je pense qu'on avait déjà compris cette révolution sur le métaverse à un moment donné où beaucoup voulaient refondre aussi l'expérience et créer des expériences complètement immersives pour réussir à acheter des produits. Donc, effectivement, je pense que, alors, je ne sais pas ce que sera le futur du métaverse, mais en tout cas, donc, je suis peut-être plus mitigé là-dessus, mais en tout cas, sur effectivement la notion d'expérience et qu'aujourd'hui, l'expérience d'achat, enfin, c'est là-dessus que le gros changement arrive. Je pense que effectivement, on est clairement en phase là-dessus. Tu en parlais un petit peu au début de ce changement où on se dirige évidemment de plus en plus vers des agents. Qu'est-ce que ça va changer, notamment pour Miracle d'un point de vue produit, ce shift justement de paradigme où on est de plus en plus proche d'avoir des modèles où on peut être qui sont suffisamment fiables pour pouvoir justement créer des agents. La différence, c'est que vous allez pouvoir lui déléguer un objectif qui va réaliser pour vous, mais que vous allez choisir de contrôler. Et là où, en fait, il y a encore des limitations technologiques, ça va être la capacité à le décomposer sous forme de tâches et à les vérifier, avoir les sous-vérifications qui sont liées à l'intelligence du modèle pour aller vérifier que chacune des tâches est pertinente et a été bien accomplie. Pour Miracle, on voit un peu deux angles. Donc, je parlais du passé à 50% de AI Builder. C'est vraiment permettre à chaque collaborateur de builder ses assistants personnels. Moi, en arrivant chez Miracle, basiquement, le premier assistant que je me suis construit basé sur Dust, ça a été, je l'ai appelé Miracle Mate. C'est le collègue que j'avais tout le temps envie d'avoir à côté de moi, à qui j'allais poser toutes les questions terre à terre, hyper opérationnelles,
à quelle heure, je sais pas à quelle heure ferme le bureau, je vais devoir programmer mon voyage à Boston, quelle est l'adresse du bureau de Boston? Tiens, je crois que j'ai un phishing, dans ma boîte mail, comment je fais pour le déclarer? Vraiment des questions ou des questions aussi de management. Il y a des mid-years, comment ça se passe? Quelle est la date, de période limite des mid-years ou des annual review? Toutes ces questions-là. Et donc, en fait, je me suis construit mon premier assistant sur Dusk, qui était connecté à Confluence, dans lequel il y avait tout ce knowledge et à qui je pouvais poser les questions. Et donc, ce que ça a juste changé, c'est que plutôt que de passer, on va dire, peut-être 2 heures, avoir eu 2 heures pour avoir le temps pour aller répondre à ce set de 5 premières questions que j'avais en tant que nouvelle collaboratrice dans une entreprise. Eh ben, tout simplement, ça m'a peut-être pris, en vrai, je me suis chronométrée. Ça m'a pris 25 minutes pour me build l'assistant, directement connecté au knowledge de Confluence. Et après, je pense que ça m'a pris 15 minutes de pouvoir aller lui poser les questions directement depuis Slack pour avoir mes réponses. Et de citer ses sources, qui était un élément important dans la construction de l'assistant quand même pour aller vérifier. Donc, on le voit vraiment sur ce côté-là, assistant individuel, mais assistant que je vais partager, agent que je vais aller partager avec les autres. Donc ça, c'est vraiment pour nous le niveau 1. C'est je me construis un agent que je vais aller faire pour moi ou que je vais pouvoir aller partager commun à mon équipe. Le deuxième niveau, on voit des agents qui sont vraiment plus des verticales pour aller faire un sales process, celui que je vous ai décrit tout à l'heure. On a des variantes B2B, B2C, mais cela étant dit, c'est somme toute extrêmement standard, le type de workflow de sales, de workflow de people. Donc là, on le voit plutôt sur des agents spécialisés par vertical, qui viennent en compétition assez forte avec des SaaS qui existent déjà aujourd'hui, qu'on utilise nous en tant que clients et sur lequel, il y a la question, make or buy. Quand on est en B2C, on le voit, des boîtes comme Klarna choisissent en fait choisissent de ce que le founder dit et de ce qu'il y a comme article aussi, de revoir totalement un process de CRM en le refaisant totalement avec des agents. Il y a une autre boîte aussi qui a communiqué dessus, c'est Gymnation, sur le fait de refaire totalement leur customer journey basée sur des agents. Et donc, et le troisième niveau, donc je pense pour ces boîtes B2C qui est un peu entre le niveau 2 des agents verticales, mais des agents aussi qui sont spécifiques à la manière dont on veut faire le business. Là, c'est plutôt des agents spécifiques sur lesquels, là, nous, on va plutôt investir en build pour aller les faire nous-mêmes. Ça va leverager notre knowledge. C'est vraiment lié à notre expertise. Et là, ces agents-là, on va aller les développer. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on commence à enabler des personnes en interne, on se rend compte que certains agents qui les aident, finalement, c'est des agents qui ont vocation à être dans les mains de nos clients directement dans le produit. Recommander des nouvelles catégories à ouvrir, par exemple, c'est des choses où on peut imaginer que assez vite, c'est un agent pour un utilisateur en interne, puis après, c'est un agent qui est directement dans le produit. Ouais. Donc ça nous donne des cycles de développement produit qui vont être différents chez Miracle. Vous faites votre propre recherche en interne d'abord, ça vous fuel la roadmap produit, c'est sûrement le meilleur moyen. En fait, c'est que c'est intéressant, ça nous amène à voir les collaborateurs comme un premier segment de user sur lequel il faut qu'on trouve le market fit. Si on trouve le market fit sur ce segment de user, alors on peut aller scaler sur un autre segment de user. Donc, c'est ça qui est intéressant et je pense que ça crée un challenge de faire monter en compétence sur ces approches product au-delà en fait des équipes produits, comme ça challenge beaucoup les équipes data sur des compétences de software engineering au-delà des approches data. Et les équipes software sur du côté des features non déterministes d'IA, au-delà de juste du déterministe. Dernière question peut-être avant de se quitter. Vous êtes une des entreprises, je pense, des scale-up à qui on a parlé, qui est les plus avancées en termes d'adoption de l'IA. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à soit un nouveau Chief AI Officer, soit celui qui joue ce rôle dans une scale-up? Alors pour me limiter, je vais en choisir que 2, mais je pense que je pourrais en donner plein. Je dirais que les 2, je dirais le premier, c'est ne pas se tromper de problème sur les problèmes que vous allez chercher à résoudre. Je pense que c'est le truc le plus important parce que même si ça va plus vite, c'est des coûts. Quoi qu'il se passe, c'est des coûts derrière pour passer à l'échelle. Et donc, en fait, si vous êtes sûr que c'est un bon problème à résoudre qui crée de la valeur, vous aurez des clients qui seront prêts à acheter cette expérience où vous aurez un vrai return de l'asset que vous êtes en train de construire. Pas juste un ROI illusoire, mais il y a une vraie valeur dans la durée du produit et de l'asset que vous êtes en train de construire. Parce que vous avez bien travaillé il y a un vrai problème, il y a de la qualité à gagner, il y a de la charge de travail à réduire, il y a de l'accélération de flux. Donc, si ça, c'est bon,
et que vous voyez qu'avec un zero shot prompting, ça marche pas mal, bon, déjà, vous êtes dans la bonne direction. Si un de ces 2 critères-là n'est pas réuni, c'est que vous n'êtes pas sur le bon sujet. Et le deuxième, c'est ne pas se tromper. L'IA, tous les use case data, ça a été toujours un mélange de 2 choses. Un mélange d'avoir l'expertise, quand on est sur un truc de sales, l'expertise de sales, la connaissance de la personne spécifique qui est en train de faire cette tâche-là aujourd'hui, avec l'expertise technique. Si vous avez que l'expertise technique, ça ne fonctionnera jamais. Ça ira pas en production. Vous développerez beaucoup trop de fonctionnalités par rapport à ce que l'utilisateur a vraiment besoin. Vous ne confrontez pas assez vite sur l'utilisateur. Donc, c'est ne jamais perdre de vue que c'est toujours le mélange de 2 choses, l'expertise et l'expertise du métier, l'expertise de la tâche, l'expertise du workflow qui est en train d'être réalisé et l'expertise technique. Et donc, c'est beaucoup un sujet de leadership, je pense, pour les chief data ou en AI ou peu importe, des leaders sur la partie AI ou même des PM qui veulent faire de l'AI. C'est avant tout un sujet plus de leadership que de maîtrise de toute la chaîne. Et c'est plutôt s'assurer qu'on a les bons critères là-dessus. On ne créera jamais Génial. Je pense que ce sera. on créera jamais une bonne application de rencontre si on n'a aucune théorie sur comment bien draguer quelqu'un ou sur le degré de romantisme. C'est un exemple qui était cité par André Nguyen qui disait que lui-même, que c'était un des critères qu'il regardait quand il incubait des startups. Ou quand il investissait dans des startups, il prenait l'exemple d'une application de coaching romantique. Il dit finalement, moi je ne crois pas du tout s'il n'y a personne qui a une vraie expertise sur le romantisme. Moi, je peux apporter des expertises IA et technologiques et l'infrastructure, mais si personne ne sait comment être romantique, à un moment, ça pose un problème. On n'aura pas un bon produit. C'est sûr. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu la startup Gigi récemment qui justement s'attaque à ce problème-là. Je sais pas si leurs fondeurs sont des experts ou pas de la rencontre, mais en tout cas, c'est déjà dans l'air du temps. Donc, c'est un bon exemple, je pense. Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Anne-Claire pour pour toutes ces infos et pour le temps que tu nous as accordé. Je pense que c'était très utile pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, merci encore. Merci et merci à tous. Et je serais ravie de continuer la discussion avec certains si vous avez envie sur ces sujets-là.